têtes avec Philippe Bouvard. Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, Rubrique Les auditeurs du bout du monde. pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard Sur RTL. Bonjour. Si l'académicien Alain Decaux et le prix Goncourt Pierre Combesco nourrissent la même passion pour l'histoire de France, rien ne diffère davantage que leur façon de la traiter. Alain Decaux, qui vient de vivre toute une année en compagnie de Louis-Napoléon Bonaparte, raconte, comme s'il en avait été le témoin, le coup d'État qui permit au prince-président de devenir Napoléon III. Capable de préciser la température qu'il faisait à Paris le 1er décembre 1851, de tracer le portrait de la lingère du fort de Ham qui adoucit le repos de l'illustre prisonnier, et de brosser également le portrait de Miss Howard, la maîtresse mécène qu'il remboursait en nature. Decaux rend enfin justice à un souverain sans lequel la France ne serait pas entrée si tôt dans l'ère industrielle. Au point que, pourtant hugolâtre, l'académicien fustige l'auteur des Misérables d'avoir surnommé le priapique neveu du grand Napoléon, Napoléon le Petit. Asseyez-vous, cher Alain Decaux, et avant de vous placer en garde à oui pour 5 minutes, dites-nous pourquoi vous avez un gros bandage sur la tête. Je me suis heurté à une porte que je croyais ouverte et qui était fermée. Ah, Voilà. comme quoi il La vaut mieux distraction. enfoncer les portes ouvertes que les fermer. Tout à fait. Voici donc la garde à oui d'Alain Decaux. Alain Decaux, auriez-vous publié ce livre si vous n'aviez pas retrouvé des documents inédits? Cette histoire me hante depuis toujours. C'est une histoire extraordinaire. L'histoire d'un enfant de 7 ans qu'on expulse de France, qu'on hisse dans une voiture et qui revient après des années d'exil et qui se présente aux élections, président de la République avec une majorité énorme. Ensuite, comme on ne veut pas renouveler son mandat, eh bien, il déclare qu'il se renouvelle lui-même et il fait un coup d'État. C'est-à-dire qu'il fait un coup d'État alors qu'il est à la tête de l'État. Il est président de la République, c'est ça le problème. Voilà. Alors l'Assemblée, qui détestait Louis-Napoléon, qui était d'une popularité extraordinaire, l'Assemblée a refusé de prolonger son mandat. Or, vous dites très bien, en citant vos chiffres, qu'il a fait encore plus de voix quand il s'est présenté pour être empereur que quand il s'était présenté pour être président de la République. Ben, ça n'a cessé de monter puisqu'il a été élu président avec 5 434 000 voix et qu'après le coup d'État, il n'a pas demandé qu'on reconnaisse le coup d'État, mais il a demandé au peuple français de lui confier le pouvoir pour 10 ans. Et là, ça passe à 7 145 000. Il a gagné 1 711 000 voix après le coup d'État. Pourquoi est-ce qu'on l'avait précédemment condamné à la prison à perpétuité? La prison à perpétuité, parce que c'est dans mon histoire aussi, dans cette histoire singulière, d'un garçon qui s'est chargé lui-même d'une mission. Bon, son oncle, Napoléon Ier, avait été chassé du pouvoir, et on sait pourquoi. Et tous les Bonaparte expulsés de France. Et lui s'est dit un jour, il faut que les Bonaparte reviennent.
Alors, pour lui, c'était le roi de Rome, le fils de Napoléon Ier, si jamais il y avait une révolution. Et puis voilà que le roi de Rome est mort, très jeune. Alors, il a son frère aîné. Le frère aîné meurt, et il est le premier. Et il est encore tout jeune, et il dit « Je dois rentrer en France et rétablir l'Empire ». Ça a l'air d'un conte de fées. Il veut venger tonton. Il y a de ça. Et alors, c'est alors que... Alors, on l'enferme dans le fort de Ham. Oui, mais là, c'est parce qu'il a essayé. Oui, par 2 fois. Évidemment. Ça n'a pas marché. Et la deuxième fois, à Boulogne, il a été condamné à la perpétuité. Il a d'ailleurs eu un mot charmant. Quand le président de la Chambre des Pairs lui dit « prison perpétuelle », il demande « combien dure la perpétuité en France ?» On pourrait poser la question encore aujourd'hui. Absolument. Est-ce que la lingère du fort de Ham était préposée au repos du prisonnier? Pas vraiment au repos. Il fallait qu'une jeune personne s'occupe de son linge. Et il se trouve qu'elle était fort jolie, toute jeune, ravissante, mais qu'elle était illettrée. Et Louis-Napoléon s'en est pas occupé. Il lui a donné des leçons de lecture et d'écriture. Et à force de mettre les points sur les i, eh bien, il y a 2 garçons qui sont nés. Ah ben oui. Était-il, comme certains l'affirment, atteint de priapisme? Je n'ai pas entendu parler de ça. Ah ben nous en parlons très souvent. Il faut dire que c'est un état douloureux, paraît-il, surtout pour l'entourage. Hein. Mais il avait un fort tempérament. Oui, il a couru après les filles à partir de l'âge de 13 ans. Il en a rattrapé beaucoup. Beaucoup. Et il faut dire que quand il était en Suisse exilé, il courait après toutes les paysannes à ce point que le chef de district est venu se prendre à la mère, la reine Hortense. Calmez un peu votre fils. Est-ce qu'il a remboursé les prêts de Miss Howard, sa maîtresse et mécène, autrement qu'en nature? Écoutez, ils se sont beaucoup aimés. Je crois que c'est le plus grand amour de Louis-Napoléon avec ça. Elle a financé sa campagne. Elle était riche. Et là, elle a dépensé beaucoup d'argent pour lui. Il l'a remboursé une fois arrivé au pouvoir? Parfaitement. On a tous les documents. On sait qu'il est venu la voir. Elle lui avait prêté 5 millions. 5 millions en or. Oh là là. Ah oui, dites donc. Et il lui a rendu beaucoup plus de 5 millions. Et en liquide? En or aussi. Vous souvenez-vous de la chanson de Poléon? Ah oui, non, je ne me souviens pas, mais on chantait parce que au moment de l'élection présidentielle, il y avait plusieurs candidats. Il y avait Champ-Garnier, il y avait Raspail, il y avait Ledru-Rollin. À chaque fois, on trouvait « Ne votez pas pour Raspail, cette vieille canaille », et ça terminait « Pour Poléon, Poléon, Poléon ». Poléon. Ah ben voilà, nous sommes à la fin de la Gardaoui. Mais rassurez-vous, il y aura d'autres questions. Même l'été, vous profitez des grosses têtes avec Philippe Bouvard, Macha Merrill, Pierre Bellemare, Jacques Maillot, Bernard Mabille et Éric Legérias. L'invité d'honneur a consacré l'un de ses livres à Napoléon III. C'est Alain Descaux, auteur de Coup d'État à l'Élysée, et c'est une rediffusion du 28 août dernier. Alors, une première citation envoyée par Madame Cassagne, qui a dit « Le secret d'une culture intelligente, c'est de savoir sur quel rayon de la bibliothèque se trouve le Larousse. » José Bové? Non, c'est quelqu'un qui est mort depuis longtemps, qui a conservé une belle réputation, dont celle d'être à la fois un homme d'esprit et un cancre indécrottable. C'était un écrivain? Oui. Marcel Pagnol? Non, il n'était pas seulement écrivain d'ailleurs, mais il a fait 7 lycées en l'espace. C'est Sacha Guitry. C'est Sacha Guitry. Bonne réponse de Pierre. Bravo Pierre. Bravo Pierre. Oui, c'est remarquable Pierre. Et la deuxième citation envoyée par Madame Clément d'Amiens qui a dit « Il ne faut pas que le président de la République soit élu au suffrage universel car il se croirait si puissant qu'il transformerait la République en empire. » De Gaulle? C'est évident puisque ça s'est passé comme ça.
Alors dites, c'est... Napoléon. Ben, c'est Napoléon III. Napoléon. Lui-même, Napoléon III. Oui, c'est Napoléon. C'est-à-dire, il n'était pas encore Napoléon Oui. III. Hein. Napoléon II, alors. C'est Louis-Napoléon Bonaparte qui a Mais dit ça. c'est ça lui-même, oui. Donc il prenait presque l'engagement, il le prenait d'ailleurs, de respecter la République. Il l'a fait puisqu'il a prêté serment quand il est devenu président de la République. C'est pour ça que certains l'ont critiqué violemment. On peut aussi, il faut voir ça. Le coup d'État n'était pas absolument dans la ligne de la République. Non, non. Mais cela dit, l'approbation des Français, Eh en oui. masse. Mais il a relancé la France, il faut bien dire. Il a vraiment c'est fait très important parce après que toutes les défaites et toutes les ruines que son oncle avait procurées, c'est lui qui a relancé la France. Il a surtout promu la France industrielle. Mais oui, voilà. Aujourd'hui. Hein. Et alors en plus, une certaine France sociale, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un homme qui avait une vue sociale des choses, qui a écrit L'extinction du paupérisme. Et qui Après 10 heures du soir. Oui, c'est ce que tous mes copains me disent. mais il est vrai que à l'époque, c'était rare. Un politique important qui regardait du côté des gens très pauvres, des nécessités qu'il y avait de prendre des mesures pour qu'ils le soient moins. Il ne s'agit pas de le réhabiliter. Certains disent on veut réhabiliter Napoléon III. Non, on veut simplement dire ce qui a été. On a passé sous silence ce qu'il a fait de bien. Alors, on a parlé dernièrement de rapatrier sa dépouille d'Angleterre, où elle repose, en France, qui est quand même son pays. Et un membre du gouvernement, Christian Estrosi, qui était à l'époque ministre et qui est aujourd'hui député maire de Nice, était venu aux grosses têtes et avait exprimé la reconnaissance qu'on devait vouer à Napoléon III. Voyez-vous, je ne serais pas chez vous aujourd'hui si Napoléon III n'avait pas permis à Nice d'être rattaché à la France en 1860. La réalité, c'est que ça a été sans doute le chef d'État qui a permis à notre pays de passer de l'ère pré-industrielle à l'ère industrielle, qui a apporté le plus de réformes sociales. 2008 sera le bicentenaire de sa naissance. Et on l'enterrait où en France? Aux Invalides? Non, je pense que sa place est plutôt au cœur de la capitale. Mais enfin, si jamais Paris ne souhaitait pas son empereur, Nice est tout prêt à l'accueillir. Vous savez qu'il y a déjà 2 places de réservées depuis sa mort. Je crois que c'est à l'église Saint-Augustin à Paris. Une fondation qui s'était créée à peu près au moment de sa mort avait pris des dispositions. C'est enterré à Saint-Augustin, non? Il y a un parking Vinci qui est pas loin, on peut garer sa voiture. Oui. Ah oui, qu'est-ce qui a dit ça? Chevalier. C'est Chevalier. Oui. Est-ce que ça se fera le rapatriement? Peut-être, pas sûrement, parce qu'il y a eu des dispositions très très strictes qui ont été prises par l'impératrice Eugénie au moment où elle a fait construire le monastère et l'église où ils sont enterrés tous les 3 avec le fils. Mais ce sera long. Pas de vacances pour les grosses têtes. Elles continuent de vous accompagner pendant l'été avec les meilleurs moments de l'année. L'historien Alain Decaux était en août dernier l'invité de Philippe Bouvard. Comme chaque jour désormais, il y a une cerise sur le gâteau dans notre revue de presse. Alors, il s'agit d'une circulaire en tête de la principauté de Monaco. C'est la direction de l'action sanitaire et sociale et le service social. Enfin, c'est très, très, très social. Et la preuve, c'est que cette circulaire qui est envoyée aux citoyens monégasques en difficulté, il y en a. Il y en a. Elle est envoyée dans une enveloppe qui recèle également 38 tickets de couleur rose à 5 € et 72 tickets de couleur bleue à 1,50 €. Alors, simplement, si vous voulez, c'est un peu nos tickets restaurants, un peu. Oui. Mais alors, c'est assorti d'une précision que je vous livre. On déconseille formellement d'utiliser ces tickets
pour se procurer du foie gras et du caviar. Ah oui, ça paye une entrée chez Ducasse. Et encore. Et également du champagne et du whisky. Mais c'est vrai que pour 1,50 €, vous n'avez pas beaucoup de grains de caviar. Mais est-ce qu'on peut jouer ces tickets au casino? Est-ce que c'est possible? Ah, ça devrait être possible, étant donné que c'est l'empire du jeu. Un pauvre à Monaco, il lave sa Rolls lui-même. C'est terrible. Ils ont quelques pauvres, mais je crois que c'est comme à Neuilly, comme disait Jacques Martin, ils ont dû les importer. Comment, au milieu du 19e siècle, Alain Decaux, un député pouvait-il être élu par plusieurs départements? Oui, c'est très très curieux, ça a duré un bon moment. La preuve en est que quand Louis-Napoléon, en 1848, s'est présenté, il s'est présenté dans plusieurs villes. Et il a été élu dans toutes ces villes. Et c'était pas des départements voisins, hein? Non, pas du tout. Et ça a duré un certain temps. Regardez Tibéri, il était bien élu par des gens qui n'habitaient pas Paris. Oui. En tout cas, pas son arrondissement. Donc ça veut dire que les vases communicants, ça fonctionne. Oui, surtout que les transports urbains, ça marche bien. Oui. Pourquoi, à l'époque que vous décrivez, des écrivains comme Hugo et Lamartine tenaient-ils le haut du pavé politique? C'est Lamartine qui a proclamé la République. Absolument, oui. Elle a été en quelque sorte l'initiateur de la Deuxième République. Et l'homme qui a voulu que cette République se donne un président. Lamartine, c'est pas la danseuse, hein, c'est le poète, monsieur Mabille. On pensait que c'était celle qui travaillait là au Caliente. Non. Mais alors, à mon tour de vous poser une question, Lamartine était-il pour ou contre Louis-Napoléon? Moi, je crois qu'il était pour. Oui, il était Parce pour. que je vous ai lu. Bravo. Il a été pour tout le long du règne et l'a défendu contre certains comme M. Thiers et autres qui étaient contre. Mais à l'époque, les écrivains avaient un pouvoir parce que c'était les mots. Non, mais attendez, c'est pas seulement le mot. Ils ont une place dans la politique. Hugo siège à la Chambre des Pairs. Il a refusé d'être ministre, Hugo. On ne lui a pas proposé. Ah, il le dit quelque part. Mais il disait beaucoup de choses. Lamartine a eu aussi un rôle important. Politique très important. C'est comme Jack Lang, il a refusé d'être ministre, mais on ne lui a jamais proposé. Non, mais le retour de Victor Hugo, justement après la défaite de 70, l'entrée dans Paris, l'arrivée de Belgique et l'arrivée à Paris, décrite par lui-même d'ailleurs, dans Chausevues il raconte, c'est absolument magnifique. Toute la France l'attend, aux gares on l'applaudit, on va le chercher à la gare, on le porte en triomphe. Combien de temps est-il resté en exil, le pauvre vieux auteur? De 1851 à 1871. Ah ouais, c'est 20 ans. Heureusement qu'il y avait Juliette et les petites bonnes du quartier, hein? Oui, Juliette, c'était une présence très, très, très tendre. Et très proche. Mais alors, elle était dans la maison voisine. Elle habitait pas avec lui. Elle habitait de l'autre côté. Oui. Voilà un homme organisé. Cela dit, je peux dire que les petites bonnes engagées là-bas, on leur susurrait quand même dans le creux de l'oreille que si M. Hugo demandait quelques besoins pressants, on le disait ça, quelques services aimables, il fallait mieux dire oui. Et il y a une preuve, c'est qu'il y a une peinture de Hugo qui représente la chambre qui était à côté de l'endroit où il travaillait tout en haut de Guernesey. Il y a là-dessus une sorte de canapé et Hugo lui-même a peint sur ce canapé une jeune fille à peu près nue. Ah oui, parce qu'il avait un joli coup de pinceau et de plume. Ah bon, j'ai eu peur. Belle plume. C'est ce qu'on appelle une belle plume. Ah oui, il avait une grosse plume. Jusqu'à un âge très avancé. Ah oui, il avait un coup de piolet. Ah oui, il ne pouvait écrire que si on lui taillait la plume. Ah oui. Ça aide. Oui. Viens, Suzon, on va faire sortir la gouache. Bien que curieusement, je crois que dans ses carnets intimes, c'est le mot qui correspond à ses actes amoureux, il disait poil, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas le mot poil. Mais il savait que sa femme pouvait lire ce journal intime, alors il était codé. C'est ça. Il y avait des mots différents pour toutes les petites. Et des petits dessins et pour aussi. ceux qui faisaient. Oui. Il n'est pas question de dire ce qu'il faisait avec ces petites. Il y avait un mot de code. Et il paraît qu'il notait combien ça lui avait coûté. Ça, c'est mesquin. Je ne l'ai pas vu du tout. Alors ce serait plus tard, à la rentrée à Paris. Je pense que c'est quand il était place des Vosges, et d'ailleurs c'est Jacques Lang qui a retrouvé dans son placard les vieux carnets du Père Hugo.
Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard. C'est sur RTL. Toute l'équipe des grosses têtes vous accompagne. Macha Merrill, Pierre Bellemare, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Éric Logérias. L'invité, c'est Alain Decaux, le chef d'orchestre Philippe Bouvard. C'est le moment de faire éclairer notre lanterne. Allô, Pierre ? Oui, Pierre. Bonjour, c'est Bouvard. Je vous appelle là des grosses têtes de RTL parce que en passant par Cannes cet été, j'ai vu que vous aviez ouvert une rôtisserie, hein, en face du commissariat et à l'enseigne de la maison Poulaga. Mais une rôtisserie nationale. Ah, bah dites donc. Et alors, ça marche bien, hein? Mais ça va très bien, je vous remercie, ça se passe super bien. Et que disent les poulets en uniforme de votre idée? Bon, écoutez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de réaction? Non, ça se passe bien, on ne provoque pas. Est-ce qu'ils viennent vous acheter des poulets, les vrais poulets? Non, pas encore. Cannibale. Mais comme la recette est déjà... Ils ont qu'à traverser la rue, hein? Oui, c'est pas loin, effectivement. Ah oui, c'est bien. Oui. Mais ça va faire une chaîne, ça, la maison Poulaga, non? Ben, on espère quand même pouvoir travailler là-dessus correctement, oui, c'est vrai. Seulement, vous serez obligé de trouver des boutiques qui soient en face des commissariats pour que ça soit drôle, hein? S'ils viennent en tracteur, ce sont des poulets fermiers. Oui. Vous faites la poulette... Oui, on veut pas faire que drôle, on veut quand même faire de la qualité, on veut faire de la bah oui, bah bien sûr. Vous faites la poulette à Lio-Marie, qui est très bonne. Ah oui, qui est très bonne. C'est une recette basque, je crois. Hein. Ah oui, basque, oui. Et la poule de mi-deuil? Il y aura bientôt le poulet avec quelques amandes. Ah bah oui, le poulet aux amandes. Hein. Avec ou sans amandes, mais on envisage aussi de faire quelques cartes aux prunes en dessert. Oui, c'est bon, c'est pas mal ça. Eh bien, écoutez, c'est une bonne idée. Puis en même temps, ça fait de mal à personne, ça fait marcher le commerce et ça amuse les grosses têtes. Alors, merci Pierre, merci beaucoup. Merci. C'est rigolo, ça. En tout cas, c'est pas méchant. Est-ce que le comte de Morny, le demi-frère de l'empereur, méritait sa confiance? C'est l'homme important du coup d'État. Ils ont été 4. Lui, Morny, Maupas, dont j'ai pu utiliser les papiers, et j'en suis très reconnaissant à ceux qui me les ont ouverts, mais Morny a joué un rôle essentiel. Il était ministre de l'Intérieur à un moment donné. Ah, il a été ministre de l'Intérieur le 2 décembre au matin. Le demi-frère, c'est-à-dire que sa mère, C'était la reine Hortense. La reine Hortense. Et son père? Et son père, c'était le comte de Flao, qui était un général de l'Empire, et qui a été fidèle à l'Empire jusqu'à sa mort, qui a été exilé bien entendu, et qui a été l'amant d'Hortense et son grand amour aussi. Et alors malheureusement, il a fait suivre du courrier chez la reine Hortense. C'est une chose à ne pas faire, il faut mieux le dire. Oui. Et il dit, je viendrai le chercher. Il n'est pas venu le chercher, mais elle l'a lu. Et elle s'est aperçue qu'il avait parallèlement une liaison avec Mademoiselle Mars. Grande actrice de l'époque. Il a juré que Est-ce que son oncle n'avait pas une liaison avec Mademoiselle Mars? Non, pas Mademoiselle Mars, Mademoiselle Georges. Ah, Mademoiselle Georges. Oui. C'est l'époque quand même où les politiques aimaient bien les comédiennes. Hein? Oui, et les comédiennes aimaient bien les politiques. Mais les comédiennes ne faisaient pas carrière si elles n'avaient pas de protecteur. Les actrices étaient toutes avec un protecteur. Aujourd'hui, c'est les chanteuses, ça a un peu changé. Les danseuses aimaient les sénateurs et les sénateurs leur rendaient bien. Alors, il paraît, c'est une légende, mais moi je ne l'ai pas visité, qu'il y a un couloir secret qui relie le palais du Luxembourg où siège le Sénat avec le théâtre de l'Odéon, qui est pas loin d'ailleurs. Et qui permettait à la main-d'œuvre qualifiée d'aller caresser dans le bon sens les pères conscrits. Enfin bon, c'est ce qu'on m'a dit. Ce qu'on appelait les 3 coups. Pourquoi évitez-vous les échelles, Alain Decaux? Les échelles? Oui, pourquoi vous ne passez jamais sous une échelle? Parce qu'il y a une porte derrière et... Oui. Il n'y avait pas d'échelle quand j'ai frappé mon front, rempli de pensées distraites, dans la porte fermée. Il y a une superstition, il ne faut pas passer sous les échelles. Je croyais que c'était la vôtre. Non, mais je crois que je ne passe pas souvent sous les échelles. C'est parce que je vois rarement des échelles. Mais Hugo, dans un poème célèbre, évoque votre malencontreuse rencontre. Prophète, si ta main me sauve de ces impurs démons des soirs, j'irai prosterner mon front chauve devant tes sacrés encensoirs. Il avait prévu, Hugo. Bravo.
Vous l'aviez répété avant, non Non, mais nous connaissons les jeans tous les deux. Nous le répétons à la maison. C'est une avant poésie de sortir. qu'on vous a apprendre par cœur dans notre temps. À nous deux. C'était l'époque où les jeans, c'était pas un vêtement. Non, absolument. Mais c'était déjà une boisson. Retour dans le grand studio d'RTL pour les meilleurs moments des grosses têtes. Philippe Bouvard, les grosses têtes de l'été. Question de Monsieur Maury. Qui portait sur lui des manchettes de dentelle ayant appartenu à Jean-Jacques Rousseau et dans son portefeuille une lettre d'amour de Marie Duplessis? Oscar Wilde. Est-ce que Voltaire c'est pas Alexandre Dumas fils Non. Qui a écrit l'histoire? Non, je sais que c'est Dumas fils et cher à votre cœur, mais celui qui les portait est encore plus cher. Proust. Balzac. Sacha Guitry. C'était Sacha Guitry. Encore, mon cher Sacha. Mais oui. Je suis au comble du bonheur. C'est une bonne réponse de Logérias et Bravo. vous qui avez bien fréquenté l'hôtel de la rue Élysée-Reclus, vous vous souvenez de tous les souvenirs qu'il avait amassés. Dans les vitrines, c'était extraordinaire. Et l'art qu'il avait de présenter ces objets, c'était encore plus formidable, parce qu'il les racontait. Alors ce bol que vous voyez a été moulé sur le sein de Marie-Antoinette. C'était probablement pas vrai, mais c'était très bien raconté. Mais il y avait aussi dans son musée le siège de Saragosse et le crâne de Napoléon enfant, non? Non, ça c'était plutôt chez Alphonse Allais. Oui. Question de Monsieur Fournier. Que dut faire le Conseil d'État pour que le prince Louis-Napoléon puisse se présenter à la présidence de la République? Ah, le faire français, le naturaliser français. Exactement, parce qu'il était suisse encore. Oui. Hein? Oui. C'est une bonne réponse de Macha Meryl. Très très bien, bravo. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Il y a plutôt des Français qui veulent se faire naturaliser suisse, j'ai l'impression. Elle était très contrariée, George Sand, des événements de 48. Oui, Elle a oui, dit très. ce siècle, ce triste grand siècle qui s'en va à la dérive, il glisse sur la pente des abîmes. Et l'on me demande, vous qui regardez souvent l'horizon, qui voyez-vous? Sommes-nous sur le flot qui monte ou qui descend? Allons-nous sombrer dans les abîmes ou sur les pentes de, je sais pas quoi, du paradis? T'étais à l'école avec Pierre Bellemare. Nous étions ensemble, oui. On m'a tenu par la main, j'étais tout petit. C'est un texte magnifique qu'elle a écrit là-dessus. Elle a dit aussi, moi qui étais si fier d'être français, je ne le suis plus. Absolument, oui. Je vais examiner les questions que recèle notre bocal et je vais demander à Clément de bien vouloir la poser directement à Alain Decaux. Où est Clément? Alors Clément, Lève ta petite main. Pourtant, j'ai fait fermer les portes de la salle. Alors, Clément. Oh, ça alors. C'est dites dommage, donc. la question plaisait beaucoup à Philippe. Ah, bah C'est oui. peut-être un pseudonyme. mettez un autre prénom, Philippe. Oui. Josiane. Martine. Oui, c'est bien aussi. Et c'est toujours Clément. Les questions dans le beau caleçon. Ça, Victor Hugo. c'est une question de Yann. Il est encore là, Yann. Ah, il est là-bas. Il est là, Ah, oui, il est il là, a Yann. pas réussi à sortir. Il est lui. pas loin de la porte, mais il n'est pas encore parti. Il est à côté de Clément. Bonjour Monsieur Decaux, bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce qui a déclenché votre passion pour l'histoire et qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas eu ce déclenchement? Je le dirai très simplement, celui qui a déclenché ma passion pour l'histoire s'appelle Alexandre Dumas. J'ai lu le Comte de Monte Cristo à l'âge de 11 ans, et après j'ai lu du Dumas, et après j'ai dit, c'est mon but de raconter l'histoire, c'est ma vie. Et si je n'avais pas raconté l'histoire, je crois que je serais mort. Mais si vous aviez dû faire un autre métier pour vivre, lequel auriez-vous choisi? Vous auriez été écrivain sans être... J'aurais écrit. Oui, bien sûr. J'aurais été auteur dramatique, mais je le sais, je l'ai été par la suite. Ah oui. Ah ben, en tout cas, c'est une très bonne question de Yann. Merci. Clément, lui, voulait vous poser cette question, mais il a pas osé.
Est-ce vrai que Lafayette a contribué au coup d'État de Napoléon III? Je ne crois pas du tout. D'abord, Lafayette était mort. Ben oui, mais peut-être qu'on s'est réclamé de lui. Il a misé la galerie, surtout. Ben alors peut-être que Clément a réalisé que c'était pas une bonne question et qu'il est parti. Il a eu honte. Ça doit être ça. Il est parti au printemps. Moi, j'avais une question à vous poser, maître. On sait que la loi a changé récemment, mais quel est exactement le montant de la caution pour un bon appart? Les grosses têtes de l'été sur RTL, c'est l'occasion d'écouter les émissions que vous avez peut-être manquées. Philippe Bouvard recevait le 28 août 2008 Alain Decaux pour son livre consacré à Napoléon III, Coup d'État à l'Élysée. Nous allons maintenant retrouver l'auditeur du bout du monde. Bonjour Geoffrey Coste, bonjour. Bonjour Monsieur Bouvard, comment allez-vous? Ça va, qu'est-ce que vous faites au Canada? Eh ben, j'ai eu la chance il y a 3 ans de participer à un jumelage entre 2 festivals qui se trouvent au Blues-sur-Seine et le Festival Blues International de Montréal, et je suis tombé amoureux du pays. Et puis, amoureux du pays et amoureux d'une Canadienne ou pas? En gros, c'est ça, ouais. Elles sont chaudes, les Canadiennes. Ah bon, on dort bien à l'intérieur. Elles sont rembourrées, surtout. Elle est bien fourrée. Oh, écoutez, on va vous épargner toutes les plaisanteries éculées sur les Canadiennes. Ce sont des femmes charmantes et puis qui ont l'avantage, surtout à Montréal, de parler le français et d'aimer les Français. Hein? Tout à fait, exactement. Quand écoutez-vous les grosses têtes? Ah bah écoutez, en podcast, via votre site internet, où je me suis inscrit il y a 3 mois. Ah, vous êtes une recrue récente alors? Ah, exactement, oui, tout à fait, ouais. J'écoutais aussi les grosses têtes via longtemps en podcast, mais vu que maintenant je me trouve à Montréal, j'écoute assidûment tous les jours et j'aime beaucoup tous les interlocuteurs qui sont avec. Et quel est votre métier là-bas? Bah, je suis ingénieur du son. Ah, bah écoutez, vous êtes dans notre famille là. Exactement. Mais vous, c'est pas la radio? Non, moi c'est plus le spectacle vivant, les scénarisations de concerts. Spectacle vivant, on n'est pas morts, nous, hein. Voilà, bah écoutez, on se réjouit d'avoir parlé avec un de nos auditeurs lointains et pourtant si proches. Vous savez que j'ai à côté de moi Alain Decaux, vous connaissez? Pas trop. Vous vous souvenez quand même quand il faisait ses émissions de télévision Oh non, il n'était pas né, Philippe. Alain Decaux raconte. Alain Decaux raconte. Personne n'avait jamais fait ça avant parce que la télé n'existait pas, mais personne ne l'a fait après. Hein. C'est dommage. C'était formidable. Quand je suis parti, j'espérais être remplacé. Pas du tout. Pas du tout. Il faut dire que c'était un sacré pari. Hein. Ça durait combien de temps? 1 heure. Il n'y avait pas de prompteur? Non, c'était en direct. En direct? Oh, dis Et donc. je n'avais aucun appui, je n'avais aucun texte à consulter. Il fallait donc, pendant 1 heure, là, quand la petite lampe rouge sur la caméra s'allumait, savoir qu'il fallait partir pour 1 heure. Voilà, vous voyez qu'on a aujourd'hui un invité d'honneur exceptionnel. Merci de ce coup de téléphone, Geoffrey Coste. Merci beaucoup. Hein, vous vous rendez compte, 1 heure en direct et sans note. C'est un exploit. Hein. Il y avait peut-être un pense de co quand même. Pas du tout, rien. 3-4 lignes entre les pieds, non? Rien du tout. Même pas. Rien du tout. Il y avait simplement quelque chose de très scientifique pour me dire à quel moment j'étais. Il y avait un assistant accroupi sous la caméra qui, à 0h30, faisait un signe. Il recommençait à 0h45. Ah, dis donc. Et un dernier à -5. C'était avant l'invention de la pendule, alors. Vous voyez qu'un assistant est supérieur. Vous avez fait combien d'émissions comme ça? J'en ai fait pendant 20 ans. Jamais ça vous est arrivé d'être sec et d'avoir un trou de Si, mémoire? parfaitement, une fois. Ah oui. Une seule fois. Et alors là, tout à coup, je vois pas ce que je dois dire après. Je cherche. Oh là. Mon réalisateur, Jean-Charles Dudrumé, connaissait ça, fait un gros plan sur moi, se rapproche, pour dire il pense. Et tout à coup, j'ai dit, Jean-Charles, je vais m'arrêter un instant, projeter des documents pendant ce temps-là, et je vais me recueillir. Et là-dessus, l'assistant qui était sur le plateau, avec le plan,
Et tout à coup, j'ai dit, Jean-Charles, on repart. En direct, tout ça. En direct. Et le lendemain, je pensais que tout le monde allait m'en parler. Presque personne. Parce que les gens ont bouclé le récit. L'incident, qui était capital pour moi, les gens l'ont pas retenu. C'est ça la télévision aussi. Ah, comme disait notre amie Catherine Laborde, putain, hein. Entre les mains de Philippe Bouvard et de ses sociétaires, tout devient drôle, même l'histoire. Alain Decaux est l'invité des grosses têtes de l'été. Ça bouge en province et ça bouge chez nos amis belges. Voilà, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a en Belgique une commission... Petite ou... Une belle commission d'experts qui se charge de la défense des animaux et visite systématiquement tous les parcs d'attractions. On se charge de la défense des flamands roses. Ils sont allés dans le monde sauvage d'Hawaï, qui est un parc très très couru de la province de Liège. Il y a des bouchons pour y aller. C'est un peu le problème. Où il y a des crocodiles. Donc, ils ont remis à la suite de cette visite un rapport où ils jugeaient insuffisant en raison de plusieurs infractions à la loi, et notamment l'absence d'abri intérieur, le sort qui était fait aux sauriens. Et il recommandait que, à l'avenir, on se montre plus humain envers ces animaux. Sauf que, ils s'étaient pas aperçus, parce qu'ils ont dû visiter très rapidement le parc, que c'était des sauriens qui n'étaient pas vivants. Ah oui, d'accord. Qui était en plastique. Qui était uniquement en matière plastique, et admirablement reconstitué d'ailleurs. Décoration. C'était un parc d'attractions, mais mort et immobile. Évidemment, on les a pris à partie. Ils ont dit qu'à la distance où ils étaient pour les observer, il n'était pas possible de repérer qu'ils étaient faux. Nous avons eu le même problème exactement en France, monsieur Bevert. Nous sommes allés au musée Grévin et nous avons remarqué que tous ces gens qui posent là, ils n'ont pas de pause déjeuner. Et ça, c'est absolument anormal aussi. Ça ne fait pas partie de la convention collective des musées. Hein. En tout cas, il y avait un bon moyen pour s'apercevoir que les crocodiles étaient vivants ou pas, c'était de mettre la jambe dans la gueule de l'un d'eux. De jeter une secrétaire. Oui, tout simplement. Que fait un crocodile quand il en croise un autre? Il l'accoste. Et maintenant, le coup de sang de l'invité d'honneur, le coup de sang d'Alain Decaux. Qu'est-ce qui vous agace le matin quand vous vous réveillez, le soir quand vous vous couchez? Les injustices sociales, Oui, pour le moment, c'est de savoir quand est-ce que ce pansement pourra me l'enlever. C'est très égoïste. Mais j'ai le droit. Oui. Mais cela dit, bon... Je trouve que cette époque, je dirais comme tout le monde, on l'a dit tout à l'heure, c'est une époque extrêmement difficile. Pour moi, ma visite à cette époque est bientôt terminée. Mais mes enfants, je dis, vont passer des moments très très durs. Oui, mais enfin... Il n'y a que des problèmes. Rien que des problèmes. Des problèmes. Et pas de solution. Si on les cherche. Mais il y a toujours un monsieur Bush dans le coin qui dit « Mais non, ça ne m'intéresse pas, je ne crois pas à l'augmentation du climat. » Oui, alors ça, c'est l'écologie. Il est venu, mais il l'a dit pendant des années. C'est scandaleux. Mais il faut maintenant que les très grands pays, comme les États-Unis et la Chine, viennent à se protéger et à protéger les autres. Et puis il y a le pétrole, et puis il y a... les épidémies, non, mais attendez, la dette, l'endettement public, ça aussi... c'est très grave. C'est grave. Il faut vraiment qu'on rembourse notre dette. Qu'est-ce qu'on pourrait faire une petite quête tout de suite? Oui. On donne déjà... Moi, je suis toujours prêt, vous savez, j'ai tout ce qu'il faut pour ça. Oui. Mais Macha aussi fait très bien la petite sœur qui quête. Jusqu'à 18h, l'heure irait la bonne humeur de Philippe Bouvard, les grosses têtes de l'été. La honte de l'invité d'honneur. Ah oui, ça, vous n'y échappez pas. Oh, c'était il y a longtemps, hein. C'était sous Mitterrand. Oui. Mitterrand et surtout Michel Rocard, c'est lui qui a... L'initiative venait de lui, m'avait demandé d'être ministre
de la francophonie. J'avais jamais pensé de ma vie entière être ministre. Pour moi, j'avais des perspectives, mais pas être ministre. J'avais un rendez-vous que m'avait donné le président de la République, qui s'intéressait d'ailleurs beaucoup à la francophonie, et je suis arrivé en retard. Alors, j'ai traversé le bureau d'Attali, parce que vous savez qu'il fallait toujours traverser le bureau d'Attali pour aller chez Mitterrand. C'est lui qui tenait le vestiaire. Et j'ai trouvé le président de la République en train de faire son courrier. Et il ne m'a pas regardé. Je me suis assis. Et il a fait son courrier pendant une bonne dizaine de minutes. Oh là là. J'ai trouvé qu'il se vengeait avec élégance. Ah ouais. Vous aviez combien de retard? Oh, j'avais un quart d'heure. Ah ouais, oui, c'est quand même embêtant. Hein. Ah, je voudrais dire que tous ceux qui s'estiment méconnus, et il y en a beaucoup, et qui aimeraient qu'on parle d'eux, peuvent laisser un message au 3210 en disant qui ils sont, ce qu'ils ont fait et pourquoi ils aimeraient qu'on leur passe un coup de fil. Et à ce moment-là, on essaierait de réparer cette grosse injustice médiatique en leur donnant la parole. Hein? C'est bien ça, personne ne le fait ça. C'est bien. Oui, c'est vrai. C'est très humanitaire. On parle généralement des gens connus et pas des autres. Et du coup, les autres, ils seront jamais connus. Hein? Est-ce que c'est un objectif d'être connu? Tiens, à Helsinki, il va y avoir des poubelles qui vont remercier ceux qui s'en servent. C'est sympa, ça. Ça, c'est gentil. C'est comme les... Merci. Ça s'était déjà fait à Berlin. Cela dit, à Helsinki, ça va être des voix de gens connus, des célébrités nationales. Les Beatles qui vous disent en chantant, c'est merveilleux. Des célébrités nationales. Alors, les Beatles, ils n'étaient pas finlandais. Ils étaient internationaux. Et donc, ils remercient les gens de la confiance et de s'être dérangés pour mettre leurs ordures dans la boîte. C'est bien ça. On pourrait le faire en France. Mais ce sera toujours le même message ou varié selon la... Et la poubelle vous dit merci pour les frais de bouche. Tu balances des vieilles tomates, c'est Mireille Mathieu qui te dit merci. Ça, c'est un pigeon qui a été placé en garde à vue à Sarajevo. Alors, ils l'ont arrêté alors qu'il s'apprêtait à livrer de la drogue à des prisonniers. Un pigeon? Oui, un pigeon qui avait été dressé pour apporter de la drogue et des portables à des prisonniers. On appelle ça des pigeons de ligne. Et donc, il a été mis en garde à vue et il va être sanctionné, sans doute avec des petits pois. Ah, on en voit de drôles aujourd'hui. Ah oui, surtout à Sarajevo. Voilà, il risque de prendre un coup dans l'aile. Ça doit être un pigeon ramier pour qu'il porte de la drogue. Mais comment il peut porter un portable, t'imagines? C'est un tout petit, bien collé sur son ventre. Oui. Alors, je voudrais vous faire entendre quelques-uns des trésors de notre sonothèque. C'est Jean-François Degnaud qui, ici, évoquait un complot. Alors, pas le complot à l'Élysée qui fait l'objet du livre dont nous parlons. Non, un complot plus exotique. Ça se passe à Zanzibar. Et le pays voisin dit qu'il faut mettre de l'ordre et organise un vrai complot avec code, boîte à lettres, agents, enfin tout ça. Bon. Et le complot doit commencer au commissariat central à 10h30. Et à 10h27, un sous-officier ivre-mort qui vient réclamer sa solde qu'il n'a pas touchée depuis 6 mois, mais il se fait tellement engueuler par sa femme et battre à coups de babouche qu'il en a assez. Il va au commissariat réclamer sa solde. Le commissaire regarde l'heure, 10h28, c'est lui. Et tout le coup d'état, je vous raconte une histoire vraie, hein, il dit, je viens chercher mes arriérés de solde. D'accord. Vos grosses têtes vous accompagnent jusqu'à 18h et pour quelques minutes ensemble, pour quelques minutes encore, on revit ensemble l'émission du 28 août dernier où Philippe Bouvard recevait Alain Decaux pour son livre Coup d'État à l'Élysée, un livre consacré à Napoléon III. Ah, une question culturelle de Monsieur Toulousien qui fut interdit de discours lors de son entrée à l'Académie française. Dans une époque Robe lointaine. Grillet? Comment? Dans une époque lointaine? Lointaine, ça se passe au 19e siècle, pas tellement lointain.
C'est un religieux? Non. Est-ce que ça n'est pas Chateaubriand? C'est Chateaubriand. Bonne réponse. Pourquoi d'Alain Decaux. Parce qu'il avait pris ses distances avec l'Empire et l'Empereur et on avait peur de ce qu'il pouvait dire dans son discours. Voilà. L'histoire du jour, elle a été envoyée par Monsieur Bronzin de Padly et c'est Pierre Bellemare qui va la raconter. Roger, vas-y Pierrot, se présente devant Saint-Pierre et attend le verdict de ce dernier pour entrer au paradis. Saint-Pierre examine son dossier et semble circonspect. Roger, votre cas est délicat car si c'est vrai que vous n'avez rien fait de mal au cours de votre existence, vous n'avez rien fait de bien non plus. Avez-vous l'impression d'avoir mené une bonne action au moins une fois dans votre vie? Roger réplique sans hésiter, bien sûr. Ce jour où je m'étais perdu en voiture dans un quartier chaud de la ville et où j'ai vu cette horde de voyous agresser une pauvre jeune fille, je suis descendu de la voiture, j'ai pris mon démonte-pneu et j'ai couru vers ces sales types. Ils devaient être une vingtaine. Et quand ils m'ont vu arriver avec mon démonte-pneu, ils ont tout de suite laissé partir la fille. N'est-ce pas un acte héroïque, Saint-Pierre? Le juge suprême réfléchit et dit « C'est sûr, Roger, vous méritez le paradis, mais je ne vois pas trace de cet événement dans les archives vous concernant. Quand est-ce arrivé? Oh ben, juste avant de vous voir, il y a 2 ou 3 minutes. » Pas mal. La dernière citation vient de Villers-la-Chèvre, où habite Monsieur Malizan, qui a dit « La diligence est devenue automobile, le lavoir est devenu machine à laver, le compteur est devenu télévision. » Et c'est quelqu'un que vous connaissez bien, Alain Decaux, et avec lequel vous avez travaillé lors de votre passage ministériel. La politique. Un politique qui n'a jamais été ministre parce qu'il a toujours refusé. Mendès France. Il y a un politique qui a refusé d'être ministre? Oui. Oui. Oh bah dis donc. Alors que... Rocard. Non. Rocard était Premier ministre à ce moment-là. Un politique de gauche alors? Ah oui. Non, c'était le gouvernement en question n'avait pas de couleur politique parce que les socialistes n'avaient eu qu'une majorité relative. Et Rocard avait dit on ne peut pas faire un gouvernement de ministres socialistes. Il y avait des ministres socialistes, des ministres qui avaient servi Raymond Barre avant et qui étaient venus avec C'était un premier gouvernement d'ouverture. Et il y en avait qui n'étaient pas rien du tout. Et on appelait ça la société civile. J'étais la société civile. Est-ce que c'est pas Degnaud par hasard? Degnaud Degnaud n'était pas... Jacques Attali, bonne réponse de Bernard Mabille. Les grosses têtes reviennent après l'info. RTL, il est 17h. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Pierre Combesco, bellétomane et historien, qu'enthousiasment surtout les vices et les turpitudes, a fait de la vie sanglante de Barbe Bleue un récit pas rasant du tout. Rétablissant les droits de la vérité contre les fantaisies de la légende, il explique que son cruel héros n'était pas un bourreau de dames, mais plutôt un assassin de petits garçons. Promu maréchal de France, possédant une immense fortune, à la fois chrétien fervent et adepte de la barbarie, entretenant les meilleurs rapports avec Jeanne d'Arc, Gilles de Rais justifiait ses actes par une formule « Pour mon plaisir et ma délectation charnelle » que son historiographe revendique en même temps que le port du tutu et la détention des plus belles jambes de la rédaction du Canard enchaîné. Asseyez-vous, monsieur Combesco. Oh, qu'il est inquiétant, là. Oh là 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 là. Asseyez-vous, car vous ne vous étonnerez pas qu'étant donné la nature de votre livre, vous soyez placé en garde à vue. Est-ce que vous faites de la cruelle devise de Gilles de Rais, votre triste héros, votre devise personnelle? C'est d'ailleurs le titre du livre, « Pour mon plaisir et ma délectation charnelle ». Sans doute. Oui. Oh oui. Mais en versant moins le sang, quand même.
Oh ben non, mon plaisir et ma délectation charnelle. Oui. Vous aussi, vous l'avez fait, non? Délectation charnelle, ne me dites pas que non. Oui, non, mais alors, ça ne va pas jusqu'à la torture ni la mort du partenaire. Dans le titre, on ne peut pas le savoir. Oui, mais je peux vous dire que très vite, on est au courant. Alors voilà donc Gilles de Rais, qui est un personnage considérable, puisqu'il a le grade de maréchal de France. Il a été fait maréchal de France, oui, tout à fait. Oui. Il est très riche, hein? Colossalement riche, un Rothschild de l'époque. Oui. Il a de bons rapports avec Jeanne d'Arc, mais pas des rapports bibliques. Hein. Non. Oui, ça c'est des choses qu'on a racontées. C'est vraiment des on-dit. Non. Si, je crois quand même. Mais qu'est-ce que vous me racontez, vous? Vous n'y connaissez rien. Non, je crois qu'il s'est fait Jeanne d'Arc sous les murs d'Orléans. Mais non. Il lui a légèrement mis l'échelle dans le derrière, mais c'est pas tout. L'échelle? Oui, une échelle pour la grimper. Enfin, vous avez l'air de penser qu'il a pensé un temps à la soustraire aux Anglais et aux bûchers. C'est pas sûr non plus, mais peut-être. Il n'y a rien de sûr, sinon que c'est un type pas très fréquentable. Hein. Ce qui est sûr, c'est le procès. Voilà. Le procès, on y viendra tout à l'heure. Parce qu'il y a eu plusieurs procès. Oui, c'était un bon catholique en plus. Oh! Comme il y est tous les jours. C'est ça qui était effarant. C'était un vrai pratiquant. Hein. Oh, avec une échelle. Au-delà. Le grand écart. Au-delà. Ah oui, dites donc. Alors, c'est pas un livre à mettre dans toutes les mains. Ah si, tout à fait. D'où tenait-il son immense fortune? Ah, le grand-père était très riche. Et les parents, qui ne s'appelaient pas Ray, mais Montmorency Laval, avait été adopté par une vieille baronne de Ray qui était une richissime héritière. Et qui l'a trucidé aussi, non? Ah non, pas du tout. Non, il l'a laissé mourir. Oui, il était tout bambin, là. Ouais, il touchait pas au vieil Ray. Non. Il a commencé à quel âge ces assassinats? Assez tôt. Oui. 16 ans, 15 ans. Ah oui, c'était un garçon précoce. Hein. Si vous n'avez pas été complètement fidèle aux grosses têtes cette année, séance de rattrapage avec les grosses têtes de l'été pour revivre les meilleurs moments. Le 17 février, l'invité était Pierre Combesco, ancien prix Goncourt et auteur du roman Pour mon plaisir et ma délectation charnelle. Il était entouré de Pierre Bellemare, Éric Logérias, Jacques Maillot, José Arthur, Bernard Mabille et bien sûr Philippe Bouvard. La somme d'ignominie l'ogre absolu que vous avez réunie dans un volume qui n'est pas énorme, hein, finalement. Pas énorme, non. Ramassé. 800 cadavres pour 190 pages. Le compte est bon. Hein. Oui, mais je ne les ai pas tous mis. Hein. Oui. Parce que c'était à 100. Il était incestueux au départ, mais enfin incestueux selon les mœurs de l'époque. Quand on épousait une cousine au 4e degré, c'était un inceste. Hein. Oui, il fallait qu'il trouve un ventre, comme disait Napoléon. Alors bon, il s'ennuyait un peu, il a trouvé un ventre qui était assez riche. Et, il a eu des enfants? Oui, une fille. Ah. Une fille, mais enfin il s'en est tout de suite, il l'a mis de côté. Il s'en est pas occupé, donc il l'a pas assassiné. Mais il y a un héritier aujourd'hui, un héritier de la famille? Non, il n'y a plus. Il n'y a plus de descendants. Non, ils sont tous sur les étagères. Ils sont sur les étagères, numérotés, enfin... S'il y a des descendants, ils s'en vendent pas, de toute façon. Non, le pauvre... mais c'était un homme très brave, qui a été fait maréchal de France, qui était au Sacre de Reims à côté de la Pucelle, avec son étendard. Le roi lui avait permis de mettre en liseré sur ses armes une bande bleue de France avec des fleurs de lys d'or, ce qui était un signe, et il était considéré... Et le roi n'était pas au courant de sa vie privée. Mais à l'époque, il n'y avait pas RTL, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas la presse people. Alors, il était très cultivé. Ah oui. Très cultivé. Il avait une belle bibliothèque. Pour se donner un peu de cœur à l'ouvrage, il lisait Tacite, mais surtout Suétone.
Suétone. Ah oui, très important. David et César. David et 12 Césars. Oui, la vie des 12 Césars. Qui était pas mal aussi. Ah oui, Tibère, surtout avec les petits-enfants. Et les bouquins étaient reliés en peau de chagrin ou en peau de gamin? À l'époque, c'était encore du parchemin. Suétone, c'est celui qui aide à enlever le vernis à ongles. Oui, c'est ça. Oui. Si vous fallait choisir personnellement, Pierre Combesco, entre le diable et le bon Dieu, oui, qu'est-ce que vous choisiriez? On s'amuse plus avec le diable. Ouais. Beaucoup mais le un petit diable, pas très très méchant. Non. C'est un bon diable. Avec un petit feu tout mignard, charmant. Petite fourche. Alors je vais vous faire entendre une conférence sur le Moyen-Âge, puisque c'est l'époque que vous avez choisie. Après l'époque romaine, je me souviens de... Oh là là, ça aussi, dites donc, là... Il y avait du stupre. Dans quoi, grand Dieu? Votre bouquin, là, sur les orgies romaines. Ah, oui, mais dans tous mes bouquins, il y a un peu de cul. Oui. Ça sent le soufre. Un peu beaucoup. Mais vous êtes un obsédé ou c'est de naissance ou c'est venu en travaillant beaucoup? Non, je crains que ce soit de naissance. Oui, je le pense. Oui. Il vous sera beaucoup pardonné. À 4 ans, je fricotais déjà avec le jardinier. Il me l'a dit. Ça marchait avec le jardinier ou vous preniez un râteau? Tu parles que ça marchait. Et ensuite, j'ai dénoncé à la gouvernante. Alors, vous pouvez imaginer d'où je reviens. Ah oui. Alors donc, Olivier de Kersauzon avait fait ici une conférence sur le Moyen-Âge qui nous a beaucoup appris. Époque troublée, où la France est encore pas tout à fait fédérée. Nous sommes très loin de l'Europe et de ses problèmes agricoles. À l'époque, une vie rurale laisse disperser dans une région tout à fait champêtre des petits groupes pas encore installés en village, et le coq n'est pas encore en train de chanter en haut des églises. Elles sont rares, nos belles églises de France. Situées sur le trajet des pèlerinages, elles témoignent de la grande foi qui pousse tous ces gens à se déplacer vers Saint-Jacques-de-Compostelle, où ils vont manger des coquilles délicieuses, et vers d'autres endroits. À l'époque, donc, dis-je, la France n'est pas encore la France. En dépit de cette volonté des Capétiens d'unir toutes ces provinces qui se déchirent si volontiers aux frontières, car le jeu de la guerre dans des vies si courtes paraît pour tout le monde bien anodin, et les speakerines n'étant pas encore apparues, les enfants gardent un peu d'esprit. Bref, l'agriculture de l'époque est sereine. Chacun plante sa carotte en début de saison pour la récolter en fin de saison. Les choux peu nombreux restent à l'abri des vents d'hiver. On voit se blottir en eux les perdrix, d'où le nom de la perdrix aux choux. Le loup hurle dans le bois lointain, tandis qu'on est bien loin du bruit de la SNCF qui arrivera beaucoup plus tard. Voilà. C'est évidemment une description un peu surprenante, mais assez crédible, puisque souvenez-vous que notre ami Olivier de Kersauzon descend des croisés. Et pas comme le malheureux Mike Brandt. Oui. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. Elles sont indispensables à votre été. Les grosses têtes vous accompagnent chaque après-midi entre 16h et 18h. Philippe Bouvard pour vous servir, son invité Pierre Combesco, à qui l'on doit ce roman Pour mon plaisir et ma délectation charnelle. D'où vient votre aversion pour les belles âmes et les bons sentiments? Écoutez, vous regardez la télévision. Oui, c'est vrai que c'est pas drôle. Non. Bon. Mais enfin, un bon sentiment... Ça, c'est tous des culs serrés. Oui, c'est vrai. C'est effrayant. Ça laisse rien passer. Quel rôle jouait Lahir? Lahir, on le retrouve sur les jeux de cartes. Mais oui, c'est un des valets, oui. Des valets. C'était le valet de Gilles de Rais? Non, pas du tout. Lahir était un grand capitaine. Ah oui. Amoureux de Jeanne d'Arc. Encore un. Non, mais je ne crois pas qu'elle était très baisante, la Jeanne d'Arc. Non, c'est vrai. D'après Jean Genet, elle était plus vierge. Elle était en tôle. Elle était en tôle, il fallait y aller de son épieu. Non. Elle n'était pas très baisante. Dites donc, pour avoir des rapports avec elle, il fallait un ouvre-boîte, parce que... Ouais, des bons pneus. Et puis elle collait, Elle collait, il a fallu s'en débarrasser, la brûler. Oui, elle nous aurait foutu encore une guerre avec les Anglais. Il paraît qu'elle avait le feu quelque part. Oui, qu'elle a transporté à Rouen. Je connais l'histoire. Non, mais c'est d'ailleurs très drôle que cette Jeanne d'Arc qui, au fond, fait
On fait parler d'elle à Orléans, un peu à Compiègne, etc. Tout d'un coup, disparaissent de l'histoire. Si, il y a deux vers de François Villon, mais bon, à part ça, elle réapparaît un peu dans Shakespeare, et puis jusqu'à la fin du 19e, plus rien. La pièce de Schiller, et puis plus rien. Alors, il fallait une sainte pour le Front National. Sa gloire est née très tard. Très tard. Ouais. Alors, vous parliez de François Villon. Moi, je vais vous parler de François Fillon. 21. Je vais vous parler de François Fillon parce qu'il y a un lien entre les deux. Il s'est tapé Jeanne d'Arc? Non, c'est parce que Gilles de Rais, il est à la capitainerie de Sablé. Et Sablé, c'est la ville de François Fillon, notre Premier ministre. Oui, Sablé appartenait au Craon, grand-père, qui était un foutu bougre. Et donc, François Fillon était député de Sablé. Tous de mèche. Ah oui. Voilà. Vous voyez que c'est pas clair tout ça. Hein? Ah non, c'est pas clair du tout. Mais on dit maintenant, il y a une espèce de mouvement pour réhabiliter Gilles de Rais, pour faire un attrait touristique et tout ça. Il y a même un procès en 92, si je ne me trompe, dans les murs du Sénat, ça s'est passé là, si je ne me trompe, où des gens se sont réunis pour refaire le procès. Je vais vous dire une chose. Ils l'ont acquitté. Ils l'ont acquitté. Ils l'ont acquitté. On dit qu'il n'y avait pas de preuves. Alors, dans le vrai procès, il n'a pas été acquitté. D'abord, on a mis quand même longtemps à le convaincre de... On l'a trompé quand même. On l'a trompé, parce qu'il fallait... Oui. Faucher ce qui restait. Et donc, on l'a jugé. Vous dites d'ailleurs qu'il a échappé de peu au supplice de la question, mais c'était un peu douillet quand même, hein? Oui, mais dans la mesure où vous crachiez tout le morceau, etc. Bon, il a tout dit, alors à quoi bon lui gratter il est mort assez courageusement? Il est mort. En demandant pardon quand même. Il est mort comme un saint. Ah, il fallait le dire tout de suite. Comme un saint. On crachait, on jetait des pierres à Jeanne d'Arc sur le chemin du bûcher, et le petit père Ray, on lui jetait des alléluia. Des cierges, des choses. Enfin, procession religieuse qui accompagnait ça. Il y a une justice. Et pourquoi? Et on l'a décroché avant qu'il ne brûle totalement. Oui, décroché avant qu'il ne brûle totalement. Et surtout, on a pu récupérer le corps, le laver et l'enterrer. Ah oui. Oui. Alors que Jeanne d'Arc... Ah bah oui, c'est une sorcière. Elle vole. On n'a pas retrouvé grand-chose. Hein. Non, un vieux tibia, mais enfin bon. Mais non, on connaît son dernier mot à Jeanne d'Arc. Vous ne m'avez pas cru. Vous m'aurez cuite. Et mon pucelage pour un pompier, elle a crié. C'est un très grand mot. Et après, elle s'est fait descendre. Mais il y a un autre souvenir concernant Jeanne d'Arc. Ça, c'est un souvenir de guerre. Pendant la dernière guerre, les Anglais n'y ont pas été de main morte pour bombarder Rouen, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Même au bombe à phosphore, d'accord. Et au lendemain de ce bombardement, il y a une affiche de propagande allemande qui a été sur tous les murs de Paris, de la France entière. Non, c'était exactement ceci. On voyait donc Jeanne brûler sur son bûcher, et au-dessus, ils l'ont brûlé 2 fois. Et les assassins reviennent toujours sur leur lieu de leur crime. Alors, question de Madame Brémond, qui a dit si Jeanne d'Arc avait eu du diabète, tout Rouen aurait senti de caramel. Frédéric Dard. Frédéric Dard. Bonne réponse de Bernard Mabie. Excusez-nous, enfin je sais que ça vous choque pas. Hein. Qui, moi? Oh non. Non. Question, la deuxième de Madame Potiès d'Aubergenville, qui a dit « Il n'existe pratiquement aucune différence entre un Anglais en état d'érection et un Italien impuissant. » Frédéric Dard. Frédéric Dard, mais là, sous le pseudonyme transparent de San Antonio. Encore une bonne réponse de Bernard Mabille. Question de Madame Maury. Le 1er septembre 1422, c'est votre époque, ça, Pierre? À peu près, oui. Il est dans les grands moments, oui. Pourquoi le roi Henri VI d'Angleterre fut-il couronné assis sur les genoux d'une personne de sa famille? Il avait mal Henri VI, oui. Il était mineur. Il avait mal à quelque chose. Il était bébé. Il était bébé. Il était un petit bébé. Il avait 8 mois. Il avait 8 mois. Oui. Mais là, on aurait dû le porter directement à Gilles de Rais. Oui. Il aurait épargné le couronnement. Il aurait fait son 4 heures. Oui.
Eh bien, c'est une bonne réponse de Pierre Combesco. Ben oui, ben oui. Et la question de M. Vérin. Quelle fut la première décision de Jeanne d'Arc en tant que chef de l'armée? Et ça l'a pas rendu populaire. Elle a supprimé les permissions? Non, elle a supprimé quelque chose, c'était pas les permissions. Les pillages et les pillages. Les viols? Non. Les chevaux? L'alcool? Non, et les viols, il y en a eu davantage après, d'ailleurs. Ah, bah les les putains. Oui, de elle a supprimé les prostituées qui accompagnaient les troupes. Vous saviez pas ça? Ah non! Ah bah écoutez, vous savez, ici c'est un échange de bons procédés. Hein. Je le vois. Mais c'est pas Marthe Richard qui a fait ça? Non, elle a fermé. Après. Alors, après cette bonne réponse d'Éric Logérias, une question de M. Borin. Pourquoi Jeanne d'Arc, qui fut d'abord jugée pour sorcellerie, fut-elle jugée ensuite pour récidive? Pour être brûlée. brûlée. Elle s'était comment dit-on? Relapse. Elle était une relapse. Oui, mais elle avait fait quelque chose qu'on ne lui pardonnait pas et qui aujourd'hui... Elle s'est mise en homme. Elle s'était habillée en homme. Bonne réponse de José Arthur. Vous savez tout de Jeanne d'Arc. Un travelot, c'est un des premiers travelots d'ailleurs. Oui, vous avez raison, oui. Alors, il y a eu ensuite Jeanne des Armoises. Hein? Oui. Une femme charmante. Femme charmante qui se prétendait Jeanne d'Arc. Oui, tout à fait. Elle disait, j'ai réchappé au bûcher. Elle devait être un peu paumée, des Armoises. Elle devait être paumée de nature. Oui. Est-ce qu'on l'a cru? Alors, il y a eu, un petit mouvement dans l'Est. Et puis le roi l'a pas cru, et en définitive, elle a disparu par où elle était arrivée, c'est-à-dire... Il l'a cuite alors, non? Oui, on l'a pas cru, on l'a cuite. Oui, on l'a... Ils l'ont abandonnée dans un bar, ils ont laissé une armoise au bistrot. Oui, ça a été fini. Oui. Elle a eu un très très court passage. Mais à Rouen, il y avait, et ça je vous jure que c'est vrai, il y avait un grille room aux Jeanne d'Arc. Oui, la rôtisserie de... Et ça, je l'ai vu de mes yeux. Tant mieux. Je trouve ça très bien. Très joli. Quelle importance ont dans votre vie Mademoiselle Lily et Monsieur Toto? Ah, Monsieur Toto, c'est un chat formidable, un gros chartreux, et Mademoiselle Lily, qui a 17 ans au compteur, je crois, est une siamoise fausse que j'ai achetée grande comme ça, qu'une ratonne, aux portes de la mer, qui est un long centre à côté de Lunel, avec un masque de marquise, une mouche, et qui, dès qu'elle est rentrée dans la maison, n'a fait que des conneries. Et alors elle s'est mise... Qu'est-ce qu'elle fait dans la maison? Oh bah maintenant, elle est chez elle, hein, je veux dire. Oui. À 17 ans, je peux pas la mettre à la porte. Non. Elle est là, Mademoiselle Lily. Oui. Et on habite chez ses chats quand même. Hein. Ah bah évidemment. Et Mademoiselle Lily avait un amour, c'était mon premier chien, Istanbul. Et dès qu'elle a vu Istanbul, elle s'est mise dans ses pattes et lui a fait des petits bonjours par le bas. Ah oui. Ah, quand même. Ah, c'est joli, les petits bonjours par le bas. Il perdait pas la boule, l'Istanbul. On retiendra l'expression, hein, les petits bonjours par le bas. Oui. Ça, c'est charmant. Oui. Mais à quel âge vous vous êtes aperçu que vous étiez vraiment fait pour le vice? Mais je vous l'ai dit, dans le berceau. Oui. Vers 5 ans, 6 ans? 4 ans. Oui. Après l'aventure de 5 ans sulfureuse, qu'est-ce qui a été le premier acte vraiment où vous n'avez pas fait bande à part, si j'ose dire? Ah, mais j'ai tout de suite fait bande, comme vous dites, mais pas à part. Oui. Alors, revenons à Gilles de Rais. Bon, pour quel crime l'a-t-on condamné? C'est très difficile, parce qu'il y a eu 2 procès. Un premier procès qui était celui pour lequel on l'a arrêté en définitive, qui était parce qu'il était rentré armé dans une chapelle qu'il avait vendue, etc., etc. Donc ça, c'est le premier chose. Et puis, par en dessous, on avait trouvé des preuves comme quoi il étranglait les petits-enfants. Et donc, les 2 procès ont été concomitants. Bon, pour le premier chef d'accusation, on ne l'aurait pas condamné à mort. Non, rien du tout. Non, l'Église l'a remis au séculier, c'est-à-dire, c'est celui-là qui l'a condamné à mort. Alors, c'est le séculier qui l'a condamné à mort. Parce que l'Église peut condamner à mort, mais elle ne peut pas exécuter. Elle ne peut pas répandre le sang. Hein. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les évêques s'en allaient aux croisades avec une massue et pas avec un sabre. Mais oui. Et puis beaucoup d'eau pour se laver les mains. Ben oui.
pourrez écouter les grosses têtes à tout moment, c'est facile et c'est sur rtl.fr. Jusqu'à 18h aujourd'hui, Philippe Bouvard vous propose les meilleurs moments des grosses têtes. Ce sont les grosses têtes de l'été et en février dernier, il recevait un ancien prix Goncourt, auteur du roman Pour mon plaisir et ma délectation charnelle. Il s'agit de Pierre Combesco. L'ami que vous souhaitiez avoir au téléphone est en ligne, c'est Jérôme Garcin. Allô ? Oui, bonjour. C'est Jérôme ? Absolument. Comment vas-tu, mon minet ? Et toi ? Je vais pas trop mal quand je t'entends. Alors ? Tu vois, là, je suis entouré de petits bambins, là, tout à fait charmants. Oui, absolument, tout à fait dans mes cordes. Est-ce qu'il n'est pas un peu choquant qu'un écrivain, fût-il à succès comme vous, appelle un critique littéraire aussi important que Jérôme Garcin, mon minet ? Mais je l'ai fait sauter sur mes genoux. Oui. Ouais, il est arrivé dans mon bureau avec un chien un jour et sa pipe. Il était ravissant. Tu parles de la pipe, la mienne ou celle du chien ? Non, de ta pipe à toi et le chien que j'adorais, Ludo. Oui. Tu te souviens de Ludo ? Il faut vous dire, aux nouvelles littéraires, c'est-à-dire aussi bien, ça relève du Néandertal. Enfin, c'était la fin des années 70. Oui, alors c'est là où j'ai quand même vous connaissez depuis longtemps Pierre Combesco. Vous savez que c'est un ballettomane. D'ailleurs, il m'a vu danser. Je l'ai vu danser. Je suis arrivé en tutu lors d'une conférence de rédaction. Voilà. Il y avait une conférence de rédaction organisée au début des années 80 aux Nouvelles Littéraires, dirigée à l'époque par Jean-François Kahn. Jean-François Kahn, d'ailleurs, dont Pierre Combesco pinçait les fesses de manière, à mon avis, un peu exagérée. Parce qu'il n'a pas les fesses rebondies, Jean-François. Non, pas très joli en plus. Et un jour, en pleine conférence de rédaction, qui portait, j'imagine, sur les diamants de Giscard et de Bokassa, en pleine conférence, arrive Pierre, avec ce qu'on appelait à l'époque un électrophone. Et il met le lac des Cygnes, et je n'oublierai jamais Pierre, en tutu. Sur pointe. Il paraît que vous avez les plus belles jambes du Canard enchaîné. Hein. À l'époque, c'était celle des Nouvelles Littéraires, et dansant devant un Jean-François Kahn, je dois l'avouer, totalement éberlué. L'affaire d'ailleurs s'est mal terminée parce que, dans mon souvenir, Pierre, on t'a volé ton tutu dans ta voiture décapotable dehors. Exactement. Tu vois ? Un tutu qui m'avait été fait par Dior, avec des paillettes époustouflantes. le tutu noir du troisième acte du lac. Voilà. Alors le lac des Cygnes n'intervenait pas par hasard, c'est en fait votre pseudonyme au Canard enchaîné quand vous faites les critiques de danse. Luc Dessignes. Oui, j'assassine. Oui. C'est la meilleure façon, vous savez, vous connaissez le comte de Villiers d'Isle-Adam, Tribulame Bonhomet, qui aime tellement le chant que, ayant appris que les cygnes meurt en chantant bien, va de nuit étrangler les cygnes au bois de Boulogne. Voilà. Est-ce que je pourrais juste signaler, Philippe Bouvard, à vos auditeurs, que Pierre Combesco a également, mais c'était un document très rare pour cinéphiles, dansé le lac des Cygnes, la mort du cygne, avec Mathieu Carrière, dans l'APA, une série B autrichienne qui était sous-titrée en arabe et projetée exclusivement à Barbès Rochechouart. Vous parlez de lui dans votre dernier livre, Jérôme Garcin ? Bien sûr, je parle de lui. Oui. Je l'appelle l'Aristo Picaro, c'est-à-dire ce qu'il est devenu aujourd'hui entre Paris, où il ne danse plus assez, à mon avis, et puis son midi qui est devenu sa nouvelle... Oui, mais enfin, ceci dit, tu parles de moi dans ton livre, et ton livre, je l'attends encore. Je ne l'ai pas reçu. Avec une petite dédicace un peu coquine. Je vais te le renvoyer alors, parce qu'il est bien parti. Ah non, moi je ne l'ai pas reçu, chérie. Bon, en tout cas, on est rassurés sur les bonnes relations qui peuvent exister dans la République des lettres, qui passent pour si cruelles et si mesquines entre des écrivains et des critiques qui sont d'ailleurs aussi écrivains. Grand écrivain, lui. Oui, grand, belle plume. Belle plume. Merci Jérôme Garcin. Merci Jérôme. Et voyons-nous un jour. RTL, les grosses têtes de l'été.
Même pendant les vacances, les grosses têtes ne sont jamais très loin. La preuve, donc vous les retrouvez tout l'été avec les meilleurs moments de l'année, notamment celui-ci, la venue de Pierre Combesco, écrivain invité par Philippe Bouvard. La honte de l'invité d'honneur. Allez, passez aux aveux, monsieur Combesco. S'il vous plaît. C'était une nuit sans lune, où je revenais d'une tournée des Grands-Ducs, où j'avais bu beaucoup. Et je suis tombé dans le caniveau, en face de chez moi, parce que je voulais pisser contre une voiture. J'avais pris la plus belle voiture pour l'arroser. Tant qu'à faire. Et puis, je me suis pris les pieds dans le pare-choc, je sais quoi. Bref, je me suis retrouvé le cul dans le caniveau, et j'y suis resté, je sais pas combien de temps. Quoi qu'il en soit, Carmen, qui est la femme de ménage depuis que j'ai cet appartement, c'est-à-dire, à l'époque, ça devait être en quoi? Ça devait être après mon concours, ça devait être en 94. Quelqu'un a grimpé chez elle au 5e pour lui dire que son patron était pas très très frais. Alors elle est descendue avec son mari qui s'appelle Tibère, et ils m'ont trouvé là, un peu à moitié déculotté parce que je voulais pisser, et bref, baignant dans une espèce de chose dégoûtante, et bref, ils m'ont ramené chez moi. Et le lendemain, j'ai juré que je ne boirais plus jamais. Vous avez tenu parole? À peu près. Enfin, c'était un jour alors triste, j'ai eu, alors là, est-ce qu'on peut être un peu grave, là? Oui, bien sûr. On peut être un peu grave. Oui. Non, oui, j'ai eu quelques rechutes, mais enfin bon, à peine, hein. C'est un peu comme Gilles de Rais, on a eu quelques-unes, oui. Je me suis dit quand même, faire descendre à 3h du matin ma brave Carmen, la faire descendre de son 5e, me ramener chez moi, me passer sous la douche, me coucher, etc., alors que c'est une femme qui trime, qui est... Et puis Tibère, qu'est-ce qu'il en a pensé, Tibère, hein? Tibère était assez content, parce que sous les dehors comme ça, c'est un petit vicieux. Mais dites donc, vous n'avez pas de veine avec les caniveaux ou les canots, hein? Parce qu'à Venise, qu'est-ce qui vous était arrivé? À Venise, non, à Venise, c'était pour l'art. C'est que j'ai voulu montrer à une dame un peu riche qui m'emmenait à Venise, parce qu'il faut quand même signaler que, malgré tout, on est homme de lettres, mais on peut être un peu gigolo. J'ai voulu lui montrer comment je faisais mes 2 tours attitude bras en couronne de la variation de Gisèle, que je pourrais vous faire là tout à l'heure. Et je n'avais pas remarqué que l'eau avait grimpé un tout petit peu. Ah, mais la ville est plutôt inondée. Hein, il était resté un peu de sale mousse là sur lequel on glisse. Et vous êtes tombé dans le canal? Je suis tombé dans le canal. Et alors là, Carmen n'était pas là avec Tibère, hein? Non. Il y avait la dame. Oui. La dame m'aimait. Elle vous aimait? Elle était très vieille. Oui, mais non, mais très riche. À propos de ça, c'est très indiscret, je vais vous demander, mais vous avez consommé une dame? Ah non! Jamais? Ah si! Quand j'avais 15, pour 16, voir comment 17, c'était fait. Oui, pour aller voir un peu les choses maritimes. Par une nuit. Mais pas... pas tous les jours. Pas tous les jours. Non, cette une dame par une nuit sans lune. Ouais. Oui, mais enfin, en sortant du Harris Bar, c'était un peu... Ah bah oui. Ah oui. C'était le Harris Bar qui m'avait eu. Ben oui. Après, vous avez brûlé sur un vaporetto? Oui. Ah bah oui. Dites donc, on a de la chance de vous avoir aujourd'hui. Hein. Ah oui, il m'est arrivé des tas d'horribles choses à Venise. Et c'est là où j'ai découvert que, au fond, étant donné que j'étais cette grande danseuse que je ne suis plus aujourd'hui, mais dont j'ai gardé vous avez malgré été tout. Une grande danseuse. Ah oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Vous savez que j'ai dansé avec Romy Schneider à La Mort du Cygne. Hein. J'étais coupé, mais j'ai dansé.
Et j'ai dansé avec Mathieu Carrière, j'ai dansé chez votre ami Thierry Ardisson, dans Bain de minuit, où j'ai fait mon entrée du Cygne Noir avec mes doubles tours arabesques. Ah, quand même. Ah oui, sur pointe. Et à un moment, il a fallu que je m'arrête. Je vais vous dire pourquoi. Parce que chez Repetto, il ne suivait pas. Le fabricant de chaussons. Fabricant de chaussons. Oui, il il ne suivait pas depuis la mort de Claire Motte. C'est-à-dire qu'elle faisait du 43-44. Et moi, je fais du 43, mais assez large. Et donc, je n'avais plus ma pointure. Alors, il aurait fallu que j'aille me faire mes chaussons à Londres, chez Mrs. Fried, à St. Martin's Lane, ce qui coûte quand même assez cher. Et comme il me faut... Enfin, vous êtes resté très simple, hein, finalement. Oui, finalement, oui. Hein? Et finalement, comme il me faut 2 paires de chaussons, un par acte, ça revenait assez cher. Ah, vous cassez beaucoup. Ah, parce que le chausson, une fois qu'on l'a utilisé, une fois c'est fini, on ne peut plus le réutiliser. Oui, pour les répétitions, mais sinon c'est... Ah, sinon c'est pas possible. Vu le poids de M. Combesco, il reste piqué dans le bois, dans le sol. Oui. Non, un chausson, si on veut bien se présenter, il faut... Mais je vais vous envoyer des photos de moi qui ont paru dans Paris Match. Tu as droit au bonheur, toi où je aussi, suis Pierre. sur les deux pointes, en Carmen. On voit bien dans Carmen, dans votre femme de ménage? Non. Pas la même. Très étonnant. Non, Carmen de Roland Petit. Le jeté, vous faites du jeté battu avec mon éventail et le clavellitos. Et le jeté battu, vous en faites du jeté battu? Je ne sais rien, ça. Non, mais je sais pas, je t'ai battu. Je ne sais rien du tout. Tu m'as aimé. L'entrechat. Vous avez été porteur aussi ou toujours? Mais non, j'ai été C'est une danseuse. Ben oui, une danseuse. Jamais. Pas ta danseuse. J'ai été porté. Il fallait des athlètes. Vous avez dansé Gisèle? Oui. Ah oui, vous voulez que je vous fasse les 2 tours attitude? Non, pas maintenant. Non. La marée vient de se retirer, ça glisse un peu. On ne veut pas un grand blessé. Ce serait du gâchis à la radio. Non, mais moi je veux bien. Non, arrêtez de vous déshabiller. Dernier moment en compagnie de Philippe Bouvard et de ses grosses têtes de l'été, avant de les retrouver demain, bien sûr, 16h, 18h. Question de Monsieur Legrand. Autrefois, que faisait-on avec un strigile? On tuait. Et là, si vous n'êtes pas capable de répondre, Pierre Combesco... Vous allez me foutre un coup de strigile. Ah non, parce que ça fait pas vraiment mal. C'est pas fait pour blesser. C'est un personnage. Une verge pour fouetter. Non. Je pense qu'on ne peut pas avoir écrit un livre sur la civilisation romaine, comme vous l'avez publié, c'est un stylo romain, sans savoir ce qu'est un strigile. Un strigile. Ça sert au scribe. Oui, c'est un stylet pour écrire. Un stylet pour écrire. Eh bien, si vous écrivez un roman avec un strigile, il n'est pas fini. Hein. Bon, alors très bien. C'est un ancien militaire, strigile doré? Non. Ma langue au chat. C'est pas un monument, une tombe. Il n'y a pas de feu dedans. C'est pas le porte sur soi. C'est pas sexuel. C'est un personnage. Est-ce que c'est un personnage? C'est un poignard. C'est un objet qui, pour les Romains, était d'usage quotidien. Ah, c'était pour se curer le nez. Non, mais on se gratter le dos. Pour se gratter le dos. Pour se gratter le dos. Bonne réponse d'Éric Logérias. Quand Tibère et Carmen n'étaient pas là, il fallait quand même quelqu'un. Le strigile, mais strigile. Vous avez sauvé l'honneur, monsieur Logérias. Je crois que je vais m'en strigiler le dos. Oui. De joie. Dernière citation de Madame Natier qui a dit: dire qu'un livre est moral ou immoral n'a pas de sens. Un livre est bien ou mal écrit, c'est tout. Ah, c'est bien. Vous devez souscrire à cette formule. Ah bah oui, c'est qui? C'est Flaubert, non? Non, c'est un critique. Non, c'est un grand écrivain d'origine anglaise, mais mort à Paris. Marcel Proust, ma chère. Oscar Wilde. Bonne réponse de Pierre Combesco. Et vous allez, ce sera votre récompense pour avoir joué le jeu des grosses têtes, Pierre Combesco, entendre le merveilleux organe de notre ami Pierre Bellemare se mettre au service de l'histoire envoyée par Madame Allais de Mulhouse. Un vieux monsieur fait sa balade dominicale dans la forêt lorsqu'il entend soudain
semblant provenir du sol, une toute petite voix. Il tend l'oreille et se baisse au niveau du sol pour finalement découvrir que la petite voix provient d'une petite grenouille. Je suis une princesse ravissante, sensuelle et sexy, habile dans tous les domaines du plaisir charnel. Une méchante reine m'a jeté un sort il y a très longtemps pour me transformer en grenouille. Mais si vous m'embrassez, vous briserez la malédiction et je retrouverai mon apparence de jeune fille et je saurai vous fournir toutes les joies et les plaisirs de mon tempérament voluptueux et de mon ardent désir. Fais bien la grenouille. Oh. Sans hésiter, le vieil homme prend la petite grenouille et la met dans sa poche. Déconcertée, la grenouille s'écrie « Et alors? Vous n'allez pas m'embrasser ?» Ben non, répond le vieil homme. À mon âge, c'est plus rigolo d'avoir chez soi une grenouille qui parle qu'une nymphomane. Il interprète bien, hein? Ah oui, mais quel talent, c'est un comédien. Ah oui, c'est bien joué. Un comédien. Ah ouais, ça alors, il balance voilà, son un grand texte. merci à Pierre Combesco d'être venu parler avec la décontraction et le brin de cruauté qui le caractérise de ce livre intitulé « Pour mon plaisir et ma délectation charnelle ». Merci, bravo, à demain. RTL, il est 18h.